Alors, je commence. Bonjour, je m'appelle Nicholas Parkinson. Je voudrais remercier les organisateurs du festival qui me donnent l'occasion de faire partager mes recherches. J'habite à New York, mais en septembre, je commence en postdoctoral à Copenhague, où je vais travailler à le New Carlsberg Glyptothek, un musée là-bas, sur les échanges entre la France et les pays nordiques au XIXe siècle. Ma présentation s'intitule La nordique dans les conflits nationaux. Et donc, je voudrais parler aujourd'hui de l'étrange parallèle entre la politique française et la scandinave dans les salles d'exposition parisiennes à la fin du XIXe siècle. Mais pour aborder cette question, il faut remonter à un événement décisif qui a transformé l'Europe, les guerres franco-prussiennes. La soif de revanche contre l'Allemagne, après l'annexion d'Alsace et Moselle, s'est exprimée à travers plusieurs couches de la fabrique sociale de la France, y compris dans les arts. Beaucoup d'artistes se sont retrouvés au milieu du conflit comme soldats dans l'armée ou dans la garde nationale. Par exemple, James Tissot a rejoint les éclaireurs de la Seine, un corps de soldats irréguliers qui a chahuté l'ennemi avec des combats fréquents. Edward Manet était membre de la garde nationale, période pendant laquelle il a peint un fait de neige à Petit Montrouge, avec l'église Saint-Pierre de Montrouge à l'arrière-plan. Alors que plusieurs de ces artistes ne revisiteront jamais la guerre pendant leur carrière, leurs esquisses peintes pendant le conflit témoignent de la façon dont la guerre a pénétré l'art et les artistes de la France. Surtout, cet élément de certains artistes qui a secoué la vie artistique de Paris. Frédéric Bazzi, qui s'est engagé dans le 3e régiment de Zouaves, est mort à l'âge de 28 ans en novembre 1870 à la bataille de Bonne-le-Rolland. Plus terrible cet élément à Henri Regnault, artiste célèbre en France de la peinture Salomé. Regnault est mort à la bataille de Buzenval le 19 janvier 1871 en recevant une balle dans la tête, rendue visible dans son masque de mort. La mort de Regnault, immortalisée par plusieurs artistes comme Émile Durand, a choqué la communauté artistique en France. Mais plus importante, sa mort devient le cri de ralliement dans un effort de reprendre la gloire et de venger la France à travers une guerre artistique contre l'Allemagne. En 1878, Philippe de Chenevière, directeur de l'école de Beaux-Arts, a exprimé cette idée de la militarisation des arts françaises en face de ses élèves, en évoquant les mémoires de Regnault. Il a dit « Là, aujourd'hui, c'est la France. Les victoires de l'art français, c'est la gloire de l'école et du pays. Il faut que désormais, en souvenir de l'héroïque sacrifice de Regnault et ses camarades, on puisse écrire au fronton de cette école. C'est ici qu'on apprend à honorer la patrie par ses œuvres. C'est ici qu'on apprend à bien mourir pour elle. » Si la puissance militaire de la France a été perdue après la guerre franco-allemande, la France a repris sa place de prestige en Europe à travers l'art. Dans les années suivantes, alors que le nationalisme monte dans le champ politique, l'art militaire et revanchard a eu une reprise populaire. L'artiste le plus célèbre de ce genre est sans doute Édouard de Taille. Son œuvre le plus connue est Le Rêve. L'artiste a exposé Le Rêve en 1888, quand les politiques revanchistes ont atteint un nouveau sommet et menacé de briser la paix en France. À cette époque, Georges-Ernest Boulanger, dit général Revanche, a séduit les napoléonistes et nationalistes conservateurs en France à travers ses promesses de retrouver la gloire de la France.
et a presque renversé la jeune République. Cet peintre historique qui a reçu la médaille d'honneur au Salon incarne les tensions politiques de l'époque et comment les mémoires de la guerre contre la Prusse et le débat sur l'avenir de la France a bouleversé la vie publique. Nous voyons les soldats français dans un moment de calme, dans le sommeil. Nous, le public, savons bien ce que l'avenir leur réserve après leur réveil, la mort et l'échec. Mais dans les nuages au-dessous du bivouac apparaissent les revenants des guerriers de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration. C'est peut-être les soldats endormis qui font apparaître ces fantômes, ou même le public français qui regarde cette peinture au salon, qui cherche à entrelacer une histoire incertaine afin de créer une identité nationale et rectifier la position politique et militaire diminuée de la France. Au même salon, une peinture très similaire, intitulée « La fin d'un héros », a reçu la médaille de première classe. La scène se passe dans Notre-Dame de Paris, transformée en hôpital improvisé pendant le siège de Paris. À l'intérieur, nous voyons un soldat français mortellement blessé, entouré par les soldats, les hommes d'église et une femme qui est en train de faire son deuil, au moment où le soldat reçoit les derniers sacrements. Sur sa poitrine est placée l'étoile de la médaille d'honneur. Le soldat, avec un bas ballon, s'est transformé à l'image de Jésus décroché de la croix, d'un martyr qui s'est sacrifié pour sa patrie. Pour un critique d'art qui a visité le salon, le soldat blessé évoque une autre comparaison, le mot d'Henri Regnault. Il écrit « Cette mort d'un héros nous rapporte au jour tragique du siège de Paris. La scène se passe dans une église transformée en ambulance. Nous sommes sans doute au lendemain de quelqu'une de ces sanglantes et inutiles sorties dont Trochu amusait l'ardeur des assiégés. Car les blessés sont nombreux, l'un d'eux va mourir. C'est un jeune homme. Peut-être, comme Regnault et tant d'autres, avait-il devant lui un long avenir de bonheur et de gloire. Tout cela, dans un instantané, sera plus qu'un souvenir. Cette citation et cette peinture démontrent la forte ténacité de la mémoire de la guerre dans la littérature d'art en France. Cependant, l'artiste qui l'a peint n'est pas un Français, mais un Suédois qui s'appelle Niels Forsberg. Chose curieuse, qu'un Suédois peigne une image nationaliste française. Mais pourquoi? Il y a deux raisons. L'une est sociale et l'autre est personnelle. Les guerres de l'unification allemande ont renversé le statu quo de relations européennes, illustré dans ce dessin humoristique intergermanique de 1870. L'Autriche, autrefois puissante rivale de la Prusse dans le monde germanophone, était crassée par son genou. En haut, le Danemark, qui a perdu les duchés germanophones de Schleswig et Holstein après la guerre dano-prussienne, est représenté amputé avec des jambes de bois. Alors que la France repousse l'envahissement de la Prusse dans ce dessin, après 1871, elle se retrouvera dans le même bateau que le Danemark, dans le monde politique et dans les bandes dessinées. Ici, nous voyons la France représentée comme une amputée coupée de ses territoires d'Alsace et Lorraine. La France, à peine remise de l'année terrible, est en train de se poser les grandes questions nationalistes. Où sommes-nous? Qui est la France? Mais plus importante, qui sont nos amis? Pour reprendre son prestige après sa défaite militaire, la France s'est tournée vers les arts, mais aussi vers les artistes scandinaves,
dans lequel elle a vu un allié symbolique. Nous voyons cette idée dans le texte Les artistes scandinaves publié en 1873, la dernière année de l'occupation de l'armée allemande en France, par l'artiste français Jules Delaunay. Reprenant les paroles de Philippe de Chennevières, Delaunay a évoqué l'idée d'une guerre artistique contre l'Allemagne, mais avec les alliés scandinaves à côté des artistes français. Il écrit « Les Allemands ont beaucoup retardé le moment où l'on ne pourrait plus demander à une nation pour lui assigner son rang. Combien avez-vous de soldats, mais que comptez-vous de savants, d'artistes, de poètes? La Suède, la Norvège et le Danemark, qui n'ont rien à envier comme gloire militaire, brillent d'un vif éclat dans le mouvement progressif. Peuple libre, les Scandinaves sont en train d'édifier le monument de la grandeur artistique, scientifique et littéraire. » Ainsi, le nationalisme français est non seulement mélangé avec le chauvinisme anti-allemand, mais va de pair avec le goût pour la culture scandinave, car les écrivains français font état des souffrances partagées par le peuple français et scandinave. Forsberg, donc, en vue de sa nationalité suédoise et sa prédilection pour les thèmes militaires, s'est retrouvé au bel milieu du discours revanchard de cette époque. À l'exposition universelle de 1889, quand le fin d'un héros a été montré à nouveau dans les salons suédois, le critique Charles Pantenheil a sauté sur l'occasion pour parler du peintre et de la soi-disant défaite héroïque de la France et de la prétendue amitié avec les pays scandinaves. Il a écrit « Comme critique d'art, je constate en M. Niels Forsberg un des meilleurs élèves de M. Bonnat. Comme Français, je ne puis que le remercier profondément de s'être fait ainsi l'historien ami de gloire de notre défaite. Chez lui, l'affection et la sympathie pour le fond sont bien sincères. Je n'oublierai jamais ce que ce dernier me disait à ce sujet, avec cette saveur d'expression que rencontre souvent un homme intelligent parlant une langue étrangère. Croyez qu'en 1870, il n'y a pas eu de peuple encore plus tremblant pour vous que la Suède. Hélas, je n'ai que quelques pages consacrées à cette nation amie, à cette école si intéressante, à ces artistes si nombreux, quand je voudrais un volume. Mais peut-être pouvons-nous nous demander pourquoi cet artiste, Niels Forsberg, est venu en France et pourquoi a-t-il peint l'art militaire. À travers la décennie suivante, les guerres franco-prussiennes, beaucoup d'artistes comme le Suédois Alfred Wahlberg, le Danois P.S. Krøyer, sont allés en France pour étudier avec les artistes parisiens, comme Léon Bonnat, ou pour étudier à la nature en plein air. Ainsi, la présence des artistes scandinaves en France a renforcé l'idée d'une alliance franco-scandinave dans les arts. La plupart de ces artistes n'ont pas participé à la propagation des idées nationalistes ou anti-allemandes. Ils ont préféré peindre la vie tranquille qu'ils ont vécue dans la campagne française. Cependant, Forsberg a vécu des expériences plutôt uniques. L'artiste est venu à Paris à la fin des années 1860. Comme ses collègues, il s'est inscrit dans l'atelier Bonnat et il a peint parfois les paysages français. Cependant, quand la guerre est arrivée, alors que beaucoup des artistes étrangers ont fui la guerre, Forsberg était infirmier durant le siège de Paris. Ici, nous voyons un autre portrait de Forsberg peint en 1870, portant le chapeau d'un infirmier à côté de son chapeau. Il est possible que Forsberg soit le seul artiste étranger qui ait
rejoint la garde républicaine pendant cette guerre. Dans sa biographie et dans les entretiens, Forsberg a beaucoup parlé de ce qu'il a vécu pendant le siège. La famine, le bombardement d'artillerie, mais aussi d'Henri Regnault, qui, selon Forsberg, a servi à ce côté. Comme pour Manet, il existe quelques esquisses par Forsberg qui témoignent de ce qu'il a observé pendant cette période. Ici, on voit la fuite de Léon Gambetta, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de la Défense nationale, dans un ballon le 7 octobre 1870. L'événement dramatique se déroule à Montmartre, un quartier très connu par Forsberg, car il y habitera après la guerre. Dans les arts visuels, le Montgolfier deviendra une image iconique du siège. Surtout avec la peinture Le Ballon par Pierre Puvis de Chavannes, qui était très répandu dans la presse grâce à des lithographies. Le ballon était l'un des seuls moyens de communication pendant le siège et ils ont été utilisés pour envoyer le courriel ou le courrier. Dans cette peinture, nous voyons une femme allégorique armée pour la défense de sa ville qui assiste au départ d'un ballon. Pierre Puvis Chavannes, comme Forsberg, faisait partie de la garde nationale. Quand la guerre civile est arrivée, comme Edgar Degas et d'autres artistes de la garde nationale, il a fui Paris. Forsberg est resté à Paris. Et ici, nous voyons son portrait d'un communard. Selon Forsberg, l'homme de pain dans ce portrait s'appelait Lambert. Nul ne sait ce qu'il deviendra après la suppression de la Commune, mais le portrait émouvant de cet homme, moins connu, illustre les relations complexes de Forsberg avec la Commune. Dans un entretien 20 ans plus tard, Forsberg se rappelle d'un épisode pendant la guerre civile, pendant lequel un groupe de communards l'a pris pour un Allemand à cause de son accent. Monsieur Forsberg traversait un matin la place Saint-Georges. Il tomba dans un groupe d'insurgés qui s'apprêtaient à incendier l'hôtel de Monsieur Thiers. Un vieillard s'élevait contre ces violences. Monsieur Forsberg eut la fatale pensée de se joindre à lui. Aussitôt, il est saisi, dirigé vers les mairies de la rue Drouot, insulté par la clameur de la rue. Écoutez-moi cet accent, c'est un Prussien, c'est un espion que l'on supprime, fusiller le traître à la lanterne. À ce moment, Forsberg est emmené en prison. Il craint d'être exécuté, mais il est libéré le lendemain. Après cette épreuve, au cours de laquelle il a été confronté à la violence et la xénophobie française, on peut s'étonner que l'artiste vienne à peindre des images nationalistes. Mais 7 ans plus tard, Forsberg expose son œuvre « Mauvaise nouvelle » à l'exposition universelle de Paris en 1878. C'est une peinture pleine de symboles nationalistes et populistes. Cette peinture montre une jeune fille qui lit Le Petit Journal, un journal pas cher et populaire qui paraît pendant le Second Empire. La jeune fille est en train de lire les nouvelles à son grand-père qui s'est assis à côté d'elle. Nous, le public, savions bien quelles nouvelles le grand-père entend en voyant son visage, ses poings serrés et par son uniforme militaire. La défaite des armées françaises par les Prussiens. Mais à travers la composition, Forsberg a entrelacé les symboles plus subtils et complexes.
Les médailles sur sa poitrine révèlent une image de l'identité française à cette époque et une image de l'histoire française. À gauche, nous voyons les médailles d'honneur attribuées par Napoléon à ceux qui ont aidé la France. À droite, presque cachées par le béquille, nous voyons les médailles de juillet en tricolore. Cette médaille a été remise en 1831 aux combattants qui ont renversé le roi Charles X. Enfin, entre les deux, nous voyons la médaille de Sainte-Hélène avec son ruban vert et une effigie de Napoléon. Cette médaille a été remise en 1857 à tous les vétérans des guerres de la Première République et du Premier Empire. La peinture de Fosbury, Mauvaise Nouvelle, ne représente pas seulement un ancien combattant, mais une identité française qui s'est répandue dans les cercles politiques revanchards d'un pays qui est nationaliste, populaire, menacé par les ennemis et, surtout, l'Allemagne. Chose plus étonnante que l'iconographie complexe et les sentiments nationalistes, Mauvaise Nouvelle était le seul peintre dans cette exposition universelle à montrer la guerre franco-prussienne. En fait, les représentations de cette guerre étaient censées être interdites. L'exposition universelle de 1878 a été la première exposition internationale tenue en France depuis sa défaite. Les organisateurs étaient anxieux de prouver aux pays européens que la France s'était endurcie après la guerre et de retrouver du prestige à travers les arts visuels. Afin d'éviter une situation potentiellement gênante dans les salles d'exposition, les organisateurs français et allemands ont convenu de n'exposer aucune peinture ou sculpture de cette guerre récente. Alors, il semble qu'il n'y ait pas eu d'interdiction contre les artistes suédois de montrer les images de la guerre franco-prussienne dans les salons d'exposition suédois. Ainsi, le travail de Niels Forsberg ne parle pas seulement d'une vie exceptionnelle et curieuse, mais témoigne des étranges échanges entre les pays, les politiques nationalistes et les arts qui sont produits par les conflits géopolitiques de notre époque moderne. Pour terminer sur le thème des affinités étranges, je voudrais tenter une interprétation de cette composition énigmatique acquise il y a 5 ans par le Musée national de la Suède, qui est intitulée Niels Forsberg fils dans l'atelier. Cette peinture de Forsberg montre l'intérieur de son atelier à Paris et se focalise sur l'image d'un jeune homme, le fils de monsieur Niels Forsberg. Niels Forsberg, fils, est en train de peindre. Il regarde un crâne sur une étagère au fond de l'atelier, alors qu'il est assis sur le Vénus de Milo. Ainsi, Forsberg nous présente 2 symboles iconiques de l'art européen du passé. L'un, le crâne, un symbole de l'art du pays du Nord et de l'époque de Rembrandt. L'autre, la sculpture antique, un symbole de l'Italie et de la tradition classique. Au premier plan, dans l'angle inférieur droit de la peinture, nous voyons une céramique qui n'est pas ancienne, mais du style Art Nouveau, créée par un collègue de Forsberg, l'artiste suédois Comte Niels Bach. Selon une interprétation récente, cette peinture représente les victoires de l'art moderne sur l'art du passé. Alors, en même temps, à mon avis, il faut se rendre compte que cette peinture a été créée au moment où Forsberg expose son œuvre la plus célèbre et plus patriotique, la fin
d'un héros. Loin d'un rejet du passé, celle-ci est une peinture qui fonctionne à travers les symboles traditionnels, militaires et religieux, et qui, loin de laisser l'histoire mourir, revisite l'histoire au présent. En vue de cette comparaison, le statue de Vénus de Milo pourrait aussi être considéré comme une autre allusion à sa mémoire du siège de Paris. La Vénus de Milo n'est pas seulement un symbole de l'Antiquité, mais de la France aussi. Elle est arrivée à Paris 50 ans avant la guerre et elle est considérée comme l'un des plus importants trésors du Louvre, une rivale des trésors du musée britannique. Pendant la guerre franco-prussienne, afin de la protéger, elle est cachée dans la préfecture de la police de Paris. Alors que la préfecture était incendiée, la Vénus a survécu. Après la guerre, cette femme considérée idéale, avec les bras amputés, devient un symbole de la France et de sa perte d'Alsace, comme illustré par ce dessin. Ainsi, peut-être Fauchery n'a-t-il pas voulu montrer le dépassement de l'Antiquité par l'art moderne, mais le durcissement de l'âme française à travers les années et à travers les guerres. Comme ses autres peintures et comme la vie d'artistes suédois, cette peinture exprime donc une synthèse des idées, époques, alliances complexes et variées, et surtout comment les guerres, les rivalités et les sentiments chauvinistes ont transformé et continueront de transformer par des moyens plus sanglants la vie et les arts d'Europe. Alors, je vais terminer ma présentation en ce moment. Donc, si vous voulez me poser des questions en français ou en anglais, ça ira, mais il faut avouer que je ne suis pas habitué à parler en français, donc si vous voulez me poser des questions en français, parlez lentement, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a des questions? À vous. Okay. Regarding this picture and the vase, Art Nouveau vase just on the corner, couldn't it be also a vase from the École de Nancy? And because of it, then it would be maybe like the interpretation towards a symbol of France against Prussia is maybe rising because the École de Nancy was at the time in Lorraine, so it was German, but considered as a French art movement, and the École de Nancy became famous during the 1889 Exposition Universelle, so it could also be a link to maybe study deeper, or I don't know. Absolutely. Yeah. Absolutely. That's a really interesting idea. This interpretation that I'm giving, you're talking about this vase, right, by Niels Bock. That's one that's given by the National Museum of Sweden. This painting, Niels Forsberg's son, or Niels Forsberg Jr. in his atelier, that was acquired just a few years back, and this is their interpretation of it. And so your interpretation sounds actually super interesting. So I wouldn't disagree with it. In fact, I would like to hear more about it at some point. So yes, thank you very much. You're welcome. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions en français ou en anglais? Oui. Just thinking, Nancy wasn't in Lorraine, which has been annexed by Prussia. Nancy remained in France. Okay. But Yes, it remains interesting in a way that Nancy was very proud to remain French, and trying to write all the Place Stanislas in Nancy, just to say we're very proud to remain French and not like less in the northern part of Lorraine who became German. It remains, politically valuable what you said. With the École de Nancy, is this what you said? École de Nancy, Yeah. Nancy remained French after the war. It wasn't annexed. So just like you said, Moselle became German. Right. Not the Moselle, Nancy remained French.
Okay, great. Yeah, no, absolutely. Because from what I understand, even though I'm not a historian of decorative arts, the Code de Nancy, is, of course, I think that becomes this very. kind of sandstone ceramic was done in the suburbs of Paris, Yeah. not necessarily in Nancy. Nancy is a Okay. little later. Okay, very It's interesting. French, and mostly with the Japanese influence in 1878 Right. for this new ceramic Yeah. sandstone. Okay. Yeah, this is actually a really great idea. Since I'm looking back through this painting, I don't know that many articles on Forsberg. Has anyone here read an article on Niels Forsberg before? No, I don't think so. So, I mean, that's, well, I don't know if it's a good thing, but the point is there's not that much research on him. And so these ideas that you're lending me are really quite fantastic because, again, this is just a visual there's no documentation, as far as I know, that says this is Niels Bark's vase, right, or his urn, I should say, here in the front. It's just an interpretation that, you know, he's also a Swedish artist, he knew him, and that perhaps this could be his urn, his vase, since it does look similar. But, of course, it could be very well it could be just as well an Art Nouveau French ceramic too. So I think that's an open question, but I really like these ideas. So. Do you have an interpretation regarding the copper kind of box? No. No, I don't. I do not have an interpretation of that. Is it like a military object at the time, or? Not sure, because again, with that, I haven't seen any interpretations of it. This is, again, the painting that I know the least about. The painting, Niels Forsberg doesn't write about it as far as I've seen in any of his articles or books. So this is the most enigmatic of the paintings. I mean, really, it's sort of like a sketch. Even though he signs it, it's a lot different from his other paintings. It seems to have been really just like a personal painting, right? Since it's just a portrait of his son, it's not something that one medals at the salon or anything. So for this one, there's not a lot of information about it. I have not studied it firsthand. And as far as the copper pot goes, I really don't know. So another great question about this, since it's very enigmatic. Do you find critique about this painting? No. No, this painting? Yes, this one, yes. As far as I know, it was never actually exhibited in any salon, right? So there's no any sort of official reception history of this painting. She's small, or this one? Yes, the size, yes. Oh, of the Venus de Milo? Oh, the size of this painting? Yes, the painting, yes. Oh, yeah, sorry. No, the Venus de Milo, I know. Well, obviously that's not the real Venus de Milo. Obviously I don't know if it's a copy or if it's something that he just even made up in the studio. He could have just put that in there. As far as, no, this painting is rather small. It's not a big one. It's not something like, again, if you see something like, well, and maybe you've seen it since you're interested in these same things. If you've seen something like Le Fin d'un Héros, I mean, that's a huge painting. I mean, it's, absolutely massive life size. Okay. Est-ce qu'il y a deux autres questions? It would be interesting to have the point of view of the critique of the contemporary, of the period. Yeah. So, no, we don't know what is this copper box in the corner, but perhaps it was meaning. Right. I mean, he put it there. It didn't just fall there. He has a reason for putting it there, and absolutely there has to be some sort of reason. I mean, it could be for color palette reasons, but presumably there's a symbolic reason for it there too, since it is laden with other symbolic objects. Hello. And how the French did react, like the French administration, but also the French critic, when Niels Forsberg exposed a painting about the Prussian War at the exhibition, That's it. Yeah. because it was forbidden. So I can't imagine the administration being so thrilled about it. No official response from actually from the Republic. This is actually another really interesting painting because it received largely positive reviews. However, one person said that it should be brought into the Luxembourg, that it should become something within our painting. This is about the time that the Luxembourg becomes an international museum and not just a national one. So some people said that. One person called it a chauvinistic drama. So again, it's not that everyone in France during the 1870s was sort of overtaken by xenophobia. Some people kind of saw it, or at least one critic, I should say, not some. One critic saw it as chauvinistic and dramatic. I don't remember his name because he's not a well-known critic.
He was not a well-known critic. I could look in my notes, but I could send you the name, but he's not anybody of a big name. However, one of the things that critics mentioned about this painting and that makes its reception so slippery, it wasn't actually in the catalog. So here's the thing. So it wasn't actually listed in the painting section. Art critics talk about it, so you know he's present. However, it's also listed in the very back in the wrong section of drawings. We know that it's a painting, or I know that it's a painting because critics talk about it as a painting. Critics also mention, why isn't this painting actually in the catalog? Well, if you flip back to one of the back sections on drawings, it's listed as a drawing, so either it was like a misprint, right, or something, but I think Niels Forsberg writes in his autobiography, Mitt Liv, right, or My Life, that he was disappointed that people didn't really attach themselves, or didn't really, I think he wanted something really sort of outrageous and something really moving and political. And I don't want to say it was a dud, because people saw it, but it seems through maybe just a sort of typographic mishap, it was misprinted or not really printed in the exhibition catalog, and so only a few critics responded to it or actually wrote about it. So largely positive, people liked it, but then again, some people didn't really like it, or at least one critic, but it was kind of overlooked at the same time. Great question. Oui. I've been working on Carl Larsson or Anderson, who came in Grace Roma, who will be working there in the same place a bit later, and you know, they were engaged politically, or because Carl Larsson is famous for being working in Sweden, but some kind of national theme, painting typical Swedish family, part of the Swedish identity. Yeah, absolutely. So he was definitely friends with the same milieu of like National Romantics. The National Romantics, for those that actually did join a school, most of them joined with Léon Bonnat. And so he was part of the same school as Danish artists like P.S. Koya. He was working along Finnish artists like Albert Edelfelt. And there's a couple examples of other artists drawing his portrait. So even if he's definitely a little bit more Pompier than the other sort of National Romantics, he's definitely part of the same milieu. But then again, I also need to look through all of his correspondence, right, up in Sweden. So certainly he was part of that same milieu. He knew them. They would have written to one another. There's some portraits that they did of each other. Forsberg, throughout much of his life, is really a portrait painter, because that's always been a way to support oneself. And that's actually interesting, because Carl Larsson, there's not many other artists that really exhibit this sort of dramatic, militaristic kind of paintings. However, Larsson, in 1889, at the Universal Exposition, he exhibits a triptych called the Furstenberg Triptych. That's what it's called today. And it's about the history of art. And you have 3 panels. There's, of course, in the center, Renaissance. To the left panel is Rococo, which is interesting because these days Rococo is almost sort of seen as an intermediary. It's not really celebrated as a pinnacle, or at least in that point too. And then to the right wing is a panel or a wing that's called Modern Art. And modern art shows the sort of wellspring of modern art in Paris. Because if you look in the background, you see this 1889 painting with the Eiffel Tower half constructed. It's going along on the River Seine. It's painted in a slightly more impressionistic palette. So you see some actually strong parallels between Forsberg and Larsson, although none of them get so quite militaristic. Des autres questions? If not, absolutely, we can just end now. That's fantastic. Thank you for coming. Thank you for listening to my talk. Merci à vous. And I'll see you maybe around the festival.